l'INSA de Rennes est sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vos fêtes de fin d'année se passent bien, que vous avez retrouvé vos proches, vos familles, vos amis. Pour ceux qui travaillent pendant cette période de fête, courage à vous, on est là dans tous les cas pour vous accompagner pendant 30 minutes au moyen de cette émission. Nous sommes 5 étudiants de l'école ingénieur INSA de Rennes. Salut Nathan, salut Paul, salut Elliot, salut Ewen et moi-même, Vae. Bienvenue dans notre émission portant sur quelque chose qui nous suit tous les jours au quotidien, les données personnelles. Par données personnelles, on entend un nom, une photo, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone ou encore un identifiant qu'on laisse sur Internet. Et on commence tout de suite avec la chronique de Nathan. Salut Nathan, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Vae, salut à tous. Alors je vous propose de me suivre pour retracer l'histoire de l'utilisation des données personnelles. Embarquons pour un petit voyage dans le temps, direction un garage emblématique de la Silicon Valley. Comme Apple ou HP, la start-up californienne Google est née dans un garage dans les années 1990. Le principe de Google est simple et connu de nous tous aujourd'hui. Chaque requête sur ce moteur de recherche produit des pages de réponse, mais aussi une ribambelle d'informations annexes, dont les données personnelles qui sont qualifiées à l'époque de surplus comportemental, c'est-à-dire des sortes de déchets qui encombrent les serveurs. Mais quelle idée va alors avoir Google ? Google va être le premier à comprendre la valeur de ces traces indélébiles laissées par chaque usager. Commence alors une collecte et une analyse systématique de ce surplus comportemental. Google va pouvoir prédire les comportements et mettre en place des publicités ciblées, avec une précision inconnue jusqu'alors, et transformer n'importe quelle envie en acte d'achat. Par cette révolution, Google vient de bouleverser tous les modèles économiques pour les décennies à venir. Cette nouvelle mine d'or va être exploitée par les réseaux sociaux, qui vont nourrir leurs algorithmes de la quantité croissante de données que nous leur fournissons. Je pense aux photos, aux likes, aux données GPS. Et en parlant d'algorithmes, quel impact ont eu la progression des nouvelles technologies sur le traitement des données ? Grâce aux avancées technologiques ayant permis d'avoir une puissance de calcul toujours plus élevée et grâce aux méthodes de traitement des données toujours plus poussées, on peut aujourd'hui traiter d'énormes quantités de données, et très rapidement. Ce que je viens de décrire s'appelle le Big Data, traduisé par mégadonnées, et ouvre la voie à des analyses plus approfondies, permettant aux entreprises d'encore mieux nous prédire et ainsi de façonner leur stratégie en conséquence. À noter que la tendance de ce Big Data est à l'accélération, notamment avec l'explosion de l'utilisation des objets connectés qui fournissent encore et toujours plus de données sur nous-mêmes. De nombreux gouvernements ont récemment banni l'utilisation de l'application chinoise TikTok pour leurs fonctionnaires ou pour leurs citoyens. Pouvez-vous nous en dire plus ? États-Unis, France, Canada, Union européenne, la liste des pays ayant bloqué l'accès à l'application TikTok pour leurs fonctionnaires ne s'arrête plus. L'Inde a même banni l'application dans l'intégralité du pays. Pour rappel, la plateforme de partage de courtes vidéos a gagné en popularité ces dernières années, en cumulant une base d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Son modèle de fonctionnement repose largement sur la collecte et l'exploitation de données. À la différence de la radio ou de la télé, les vidéos proposées sont spécifiques pour chacun. Personne n'aura la même suite de vidéos sur son TikTok. Nous sommes tous bercés différemment par l'algorithme surpuissant qui analyse les données de chaque utilisateur pour cibler son profil et ainsi personnaliser le contenu. Cela maximise donc notre intérêt et notre temps passé sur la plateforme et permet de proposer une publicité ciblée. TikTok symbolise alors l'apogée de la chasse aux informations personnelles pour alimenter l'économie des données et de l'attention. Les qualificatifs décrivant les pratiques auxquelles on recourt TikTok ne manquent pas. Aspirateur de données, vol de données personnelles, espionnage. Les techniques utilisées par l'application ainsi que son lien avec le gouvernement chinois posent des risques majeurs en termes de cybersécurité. Et à part le feuilleton TikTok, que peut-on retenir en lien avec les données personnelles dans l'actualité ? Depuis début décembre 2023, les membres du gouvernement français doivent renoncer à WhatsApp, Telegram ou Signal. Ils doivent maintenant utiliser Allvid, une application de messagerie instantanée hautement sécurisée et créée par une start-up française. Cela montre une volonté de souveraineté dans le domaine technologique en protégeant les données personnelles. Merci Nathan, et tout de suite on écoute Breakfast in America de Supertramp. Bonne écoute sur Radio Laser. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California. I'm hoping it's going to come true, but there's not a lot I can do.
never seem to get along. What she got all along? Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true, but there's not a lot I can do. Hey, ba-ba-da-dum, ba-ba-da-dum-da-da-da-da. Ba-ba-da-dum, Vous êtes bien sur Radio Laser. Pour ceux qui nous rejoignent, on continue nos découvertes sur les données personnelles. Tout de suite, la chronique de Paul qui va nous parler de l'utilisation des données personnelles. C'est bien ça, Paul ? Et oui, Veuille, nous connaissons désormais l'histoire des données personnelles sur Internet. On peut alors se questionner sur l'utilisation de ces dernières par les entreprises après les avoir récoltées. Tout d'abord, le rôle des moteurs de recherche peut être associé à celui des agriculteurs. Lorsque nos agriculteurs moissonnent, nos moteurs de recherche récoltent, eux, nos données personnelles à l'aide de différentes technologies telles que le suivi d'adresse IP et les cookies. Il vient ensuite le moment du tri. Reprenons l'analogie à l'agriculture. Le blé dur va servir lui à faire de la semoule et des pâtes, et le plus tendre à la fabrication de farine, qui seront ensuite vendues aux grandes surfaces et aux commerçants. Pour les données personnelles, c'est sensiblement la même démarche. Les moteurs de recherche vont trier les données récoltées en catégories, type personnes âgées, personnes aimant la pêche, pour les vendre aux entreprises afin de réaliser du ciblage publicitaire. Mais au juste, c'est quoi le ciblage publicitaire ? Vous avez tous déjà remarqué que lorsque vous recherchez des chaussures sur Zalando, en vous rendant ensuite sur Facebook, un nombre important de pubs affichées sur votre écran se concentre sur les chaussures de chez Zalando récemment recherchées. Naïvement, on pourrait tous penser à une coïncidence, mais ce n'est pas vraiment le cas. En effet, lors de votre première recherche, Google a compris que vous souhaitiez vous acheter une nouvelle paire. Il va donc vous mettre dans une case, encore une fois, type potentiel acheteur de chaussures, et vendre aux entreprises intéressées par votre profil, votre adresse IP, adresse mail ou autre. Ces dernières vont alors afficher leur publicité sur votre écran. Nos données personnelles intéressent-elles uniquement les entreprises ? Eh bien non. Comme vous le savez, les cyberattaques se multiplient. Et la plupart du temps, elles sont elles aussi liées aux données personnelles. Nous pouvons prendre comme exemple le CHU de Rennes, qui a subi l'été dernier un vol des données du personnel soignant, ainsi que des patients, tels que les bulletins de salaire, les numéros de sécurité sociale et autres, qui ont ensuite été divulgués sur le dark web. Mais qui pourrait bien acheter les fichiers du CHU de Rennes et pour quel usage ? Ce sont ceux que l'on appelle les cybercriminels, qui vont acheter ces données pour les utiliser à des fins d'usurpation de données numériques, de rançonnage et d'hameçonnage. Et justement, quelle est la différence entre rançonnage et hameçonnage ? Le rançonnage a pour but de gagner de l'argent en imposant une contrainte à la cible. Dans notre cas, les pirates vont faire du chantage aux patients du CHU. Par exemple, ils pourraient les menacer de dévoiler leur numéro de sécurité sociale si aucune rançon ne leur est payée dans un temps donné. Le hameçonnage, c'est différent. En effet, les pirates n'ont pas encore obtenu de données très personnelles. Ils ont juste votre numéro de téléphone ou adresse mail et vont vous contacter afin d'obtenir, en général, vos coordonnées bancaires en se faisant passer pour le gouvernement ou encore votre conseiller bancaire. Et nos données personnelles sont-elles uniquement collectées à des fins lucratives ? Eh bien non. Nos données personnelles peuvent également servir à des causes plus positives. Rappelez-vous, durant l'épidémie de coronavirus, l'application Tous Anti-Covid, qui utilisait vos données de localisation pour ensuite vous informer en cas de contact de plus de 10 minutes avec une personne testée positive au Covid. Mais le gouvernement pouvait donc nous localiser à tout moment en temps et en heure ? Selon les informations données par l'État, non. Par exemple, toi et Nathan, vous vous retrouvez tous les deux au restaurant un soir. L'application n'a normalement pas accès à votre identité dans ce cas-ci. Tous Anti-Covid aura seulement comme information que X25D a été mangé avec Y12K. Il n'y a donc aucune fuite de vos données de géolocalisation. Merci Paul pour ce tour d'horizon. On laisse maintenant place à Elliot pour son billet d'humeur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En cette douce période de Noël, l'heure est au cadeau. Comme 60% des Français, j'ai fait un bras d'honneur à toutes les boutiques de ma ville et j'ai commandé mes cadeaux sur internet bien au chaud, assis sur mon canapé.
Et j'aimerais vous parler aujourd'hui, non pas de ce que j'ai offert à mon oncle Dédé ce Noël, mais plutôt de cette page qu'on ne lit même plus lorsque l'on clique sur le lien de notre site de e-commerce préféré. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, et pour ceux qui ne voient pas, je vous donne un indice. En bas de la page, il y a ce bon vieux bouton « Autoriser les cookies ». Rien de culinaire là-dedans, je vous donne la traduction pour tous ceux qui n'ont pas encore compris. Autorisez-vous à ce qu'on s'introduise chez vous et qu'on vous prenne tout ce que vous possédez. Et comme à chaque fois, nous répondons tous en chœur « Autorisé », bien content d'avoir fait en sorte de fermer cette page parasite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a même plus le point d'interrogation à cette question, comme si ce braquage quotidien était devenu tout à fait normal. Alors, rien de bien méchant, je vous rassure. Mais de fil en aiguille, tous les sites mis bout à bout ont fini par raconter plus de choses au site internet qu'à son conjoint ou conjointe avec qui on est marié depuis plus de 15 ans. Votre grille-pain vient de tomber en panne et vous cherchez sur internet le prix d'un appareil comme celui-là ? Comme par hasard, pendant une semaine, vous verrez apparaître sur tous les autres sites où vous irez des annonces de grille-pain à moins 30%. Énorme coïncidence. Et en fait, ça n'est même plus une légende. On parle de publicité ciblée. Récemment, Facebook vous a pris à la gorge en, entre guillemets, proposant soit de payer 13 € par mois pour ne plus avoir de pub, soit d'accepter qu'on récolte et utilise certaines de vos données. C'est un peu comme si, au moment d'un cambriolage, le cambrioleur vous proposait de soit repartir avec votre superbe télé 4K, soit de le payer directement pour éviter le dérangement. Alors, c'est rare qu'on ait le choix, je vous l'accorde, mais quitte à être chez moi, autant qu'il la prenne directement à la télé. Et c'est exactement la même chose avec Facebook. Non mais sérieusement, qui va vraiment payer autant par mois, juste pour ne pas transmettre ses données ? Bref, je ne veux pas que vous rentriez dans une psychose, à mettre feu à vos disques durs et enterrer dans votre jardin tous vos appareils électroniques. C'est impossible de pas transmettre de données personnelles. J'ai moi-même essayé de disparaître totalement d'Internet pour voir si c'est possible, un monde magique, futuriste, sans perte de données personnelles. Au final, quand je fais du shopping, on me demande mon adresse mail à chaque achat que je fais pour dématérialiser les tickets de caisse. C'est impossible. L'autre jour, je parlais à mon ami de longue date, le genre d'ami avec qui on peut parler pendant des heures sans jamais manquer de conversation. Je lui ai demandé « Mais toi, ça te dérange pas que les sites internet te volent tes données personnelles ?» Il m'a répondu « Écoute Elliot, moi j'ai trouvé la solution pour éviter ça. L'autre jour, je cherchais un maillot de foot de l'équipe de France pour mon neveu de 10 ans pour Noël. Et plutôt que de chercher directement maillot de foot, j'ai d'abord fait 4 ou 5 recherches de choses qui n'ont absolument rien à voir les unes des autres. Comme ça, je me dis, s'il y a quelqu'un derrière tout ça qui essaye de me donner un profil type, il pourra jamais savoir si je suis un fan de Rubik's Cube à roller ou si je suis un jardinier qui lit en maillot de foot de 10 ans. Et là, je me suis dit, ah ouais, il est loin, lui. Donc évidemment, je vous recommande pas sa technique pour ceux qui chercheraient une autre manière de limiter son vol de données personnelles. Vous pouvez par exemple utiliser des navigateurs internet axés sur la protection des données ou activer les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Iwen nous en parlera un peu plus précisément un peu après. Effectivement, je vous en parlerai en détail avant la fin de l'émission. À tout à l'heure. Est-ce qu'au final, ce vol de données, ce serait pas le prix à payer pour bénéficier de la commodité numérique ? Comme on dit bien souvent, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Merci beaucoup Elliot pour ton humour. Maintenant, nous passons à un peu plus de sérieux avec l'interview d'un spécialiste des données personnelles. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Tristan Allard. Vous êtes maître de conférence à l'université de Rennes 1 et chercheur à l'IRISA, laboratoire d'informatique. Vos sujets de recherche et d'enseignement sont le respect de la vie privée dans les bases de données. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, je suis maître de conférence à Rennes, l'université de Rennes, et chercheur à l'IRISA, et plus particulièrement les bases de données, respect de la vie privée, les techniques informatiques. Donc pour commencer, comment pouvez-vous définir simplement les données personnelles ? Nous, quand on travaille sur ces techniques-là, donc on travaille sur des données personnelles, et on se base sur des définitions légales. C'est pas nous qui allons définir ce que c'est qu'une donnée personnelle, mais on va se baser, en l'occurrence, sur la loi, et ici en Europe, la loi, c'est le RGPD. La loi qui définit, le cadre juridique qui définit la réglementation sur la protection des données personnelles. Et ce cadre-là, ce cadre juridique définit ce que c'est qu'une donnée personnelle, a une vision assez englobante. Alors j'ai noté un peu ce qu'il disait pour avoir des propos juste là-dessus. Selon le RGPD, une donnée personnelle, donc je suis pas juriste, je suis informaticien. Donc une donnée personnelle est une information qui est en lien avec un individu. Toute information qui est en lien avec un individu, relating to an individual, donc concernant un individu. Information qui permet d'identifier l'individu directement ou indirectement.
Donc le RGPD ensuite décline des identifiants ou des quasi-identifiants qui pourraient permettre de remonter à des personnes en croisant des fichiers, donc typiquement des réidentifications indirectes. Et voilà, on englobe plusieurs dimensions concernant l'individu. J'ai noté des facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale. C'est assez large. Donc nous, en tant qu'informaticiens, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette définition telle qu'elle et on va essayer de trouver des cas d'usage dans lesquels ces données sont collectées, sont utilisées et dans lequel il y a un trou technique à combler. Ce type, juste pour illustrer cette définition, donc ce type de données, ça comprend les données construites sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est assez facile d'imaginer ça. Je pense que c'est assez immédiat. Ça compte dans les réseaux sociaux plus au sens large, j'ai dit entre individus, quoi. Le répertoire, ça peut être vu, un ensemble de répertoires de carnet d'adresses, ça peut être vu comme des réseaux sociaux, comme un réseau social. Ça comprend les données de géolocalisation, par exemple. Mais il peut y avoir aussi des données qu'on pense pas forcément immédiatement personnelles et qu'on pourrait quand même utiliser pour être associé à un individu avec des données auxiliaires. Et je pense par exemple aux courbes de consommation électrique, qui sont des données qui sont très identifiantes et qu'on peut utiliser pour effectuer, qui peuvent être utilisées dans le cadre de réidentification. Et pourquoi justement ces fameuses données sont-elles collectées et pourquoi elles sont si importantes? Pourquoi est-ce qu'elles sont collectées? Alors je pense donc par des données de navigation. Donc typiquement, ces données-là peuvent permettre, admettons que je sois en train de naviguer sur, le site d'un journal ou d'une radio. Je vais lire des articles, je vais cliquer sur des liens, je vais m'intéresser à certains sujets. Ces sujets-là peuvent révéler des choses moi sur mes centres d'intérêt. Et en fonction de mes centres d'intérêt, on pourra me recommander d'autres articles, voire des produits à acheter. Et ce qui peut être comme ça, ce qui peut permettre la monétisation en fait de ces données de navigation sur Internet. Donc quand on est sur un seul site, le traçage est assez simple parce que on interagit avec ce site-là tout le temps. Après, il y a des techniques de pistage intersites qui permettent de construire des profils plus fournis. Tristan Allard, vous êtes spécialiste des données personnelles. Pouvez-vous nous révéler quels sont les principaux risques liés à la divulgation non autorisée des données? En fait, c'est pas évident de répondre à cette question. Ce qu'on entend souvent à propos des données personnelles, c'est peu importe qu'elles soient collectées, moi je n'ai rien à cacher, donc je ne vois pas quel est le problème lié à la collecte de données. Et j'aime bien la façon dont tu formules la question en termes de risque, parce que je pense que quand on parle de avez-vous quelque chose à cacher ou n'avez-vous rien à cacher, on situe tout de suite le problème dans le contexte un peu moral, est-ce que je suis bon, mauvais, et je pense que c'est pas là le débat. Alors il y a peut-être un débat intéressant à avoir, mais moi j'aimerais bien le situer ailleurs, et notamment vis-à-vis de la cybersécurité, c'est que une information personnelle, c'est une vulnérabilité qui peut être exploitée. Donc pour vous, on peut pas dire moi j'ai rien à cacher parce que chaque donnée personnelle c'est une vulnérabilité qui pourrait être attaquée chez nous. Oui, bien sûr, oui, c'est une vulnérabilité qu'on offre. Ne rien avoir à cacher, ok, déjà j'en doute. Qui accepterait que j'installe une petite chaise chez vous et que je sois toujours en train de vous regarder, bon, pour être un peu caricatural. Mais moi, je veux même pas, je veux même pas argumenter dans ce débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue vraiment sécurité. Et quand on replace le droit de la vie privée, les techniques de respect de la vie privée dans un contexte cybersécurité, c'est juste une vulnérabilité qu'on offre en laissant d'autres inconnus accéder à des informations sur nous, nos horaires de présence-absence, nos modes de transport, des trajets qu'on prend. C'est des vulnérabilités. Donc après, comment est-ce que c'est exploité? Ça dépend de l'attaquant. Et comment on peut savoir, nous, en tant qu'utilisateurs, si nos données sont sécurisées sur Internet? Déjà, un premier élément facile à voir en tant qu'utilisateur, c'est le chiffrement des communications. HTTPS, utilisation de standards de protection des communications sur Internet. Donc là, ça sécurise le canal de communication entre vous et le serveur.
c'est évidemment nécessaire. La grande question, c'est surtout quelles sont les informations collectées et stockées côté serveur. Et là, c'est très simple en fait, dans le sens où les niveaux de protection contre le serveur aujourd'hui sont très faibles. On suppose une confiance quasiment totale dans le serveur, typiquement qui va gérer le réseau social pour bien protéger nos données. Donc, comment savoir si ce serveur les protège bien? On peut les protège bien contre des attaquants externes. Ça, il faut regarder ses spécifications parfois s'il en a. Mais en général, c'est un point auquel les serveurs font attention parce que leur image de marque en dépend. Après, est-ce que vous êtes protégé contre un attaquant interne au serveur ou contre des usages illégitimes que le serveur ferait? Là, c'est plus compliqué. Et quels conseils pourriez-vous nous donner en tant qu'utilisateur, pour protéger les données? Aujourd'hui, il y a très peu d'alternatives, c'est ça le problème. Si vous voulez être en lien avec votre réseau social, avec vos réseaux sociaux, avec vos amis, votre famille, sur Internet, quelles sont les alternatives autres que les grands centralisateurs de données? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certaines. Je sais pas, je pense à des réseaux sociaux type Fédéré, type Mastodon, et encore, il y a aussi l'information qui est dévoilée. Donc il y a pas beaucoup d'alternatives en fait, à part être ermite et être coupé de ces réseaux sociaux, ne pas créer de compte. C'est compliqué. Donc ça, c'est pour tout ce qui est service web. Après, si vous voulez naviguer sur Internet, donc en évitant les trackers, là il existe, je sais pas, des extensions sur vos navigateurs préférés. Il existe des manières de naviguer de manière anonyme en créant des chemins qui ne sont pas directs entre vous et le serveur. Vous allez passer par plusieurs nœuds avant d'interroger un serveur. Donc là, c'est des techniques comme Tor. Donc, naviguer sur Internet, il existe des techniques qui peuvent être mises en œuvre. Elles sont pas parfaites, elles ont leurs failles, mais ça peut peut-être permettre de renforcer l'anonymat. Mais après, si vous voulez utiliser tous les services de réseaux sociaux ou autres, vous n'avez pas le choix de envoyer des informations. Donc ça soulève la question du compromis, utilité versus vie privée, qu'on retrouve dans toutes les techniques de protection de la vie privée. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Nous remercions tous Tristan Allard pour son intervention et nous écoutons maintenant Fever de Dua Lipa et Angèle sur Radio Laser. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Car dans mes yeux, ça
vient d'écouter Fever de Dua Lipa et Angèle sur Radio Laser. On continue sur les données personnelles. Si vous nous rejoignez en cours de route, vous pourrez retrouver la première partie sur l'histoire et l'utilisation des données personnelles en podcast sur votre plateforme favorite. On creuse un peu plus le sujet avec Yvoen qui va nous parler des solutions pour protéger ces données personnelles. Merci Vaé. Et oui, Internet regorge d'opportunités, mais il comporte également des risques, notamment celui de voir nos données personnelles exposées, que ce soit lors de nos achats en ligne, de nos interactions sur les réseaux sociaux, ou même simplement en naviguant sur le web. Nos informations sont constamment mises en jeu. C'est pourquoi il est crucial d'adopter quelques bonnes pratiques pour protéger notre vie numérique. La règle d'or concerne les mots de passe. Pour vous, quels sont les critères d'un bon mot de passe ? Ouais, pour moi, faut quand même un long mot de passe. Souvent, les sites, ils demandent 8 ou 10 caractères, donc je pense que c'est une bonne idée, déjà. Pour moi, il s'agirait de mettre différents caractères, donc des caractères spéciaux, majuscules ou minuscules. Effectivement, il faut utiliser un mot de passe suffisamment long et complexe pour qu'il soit impossible à deviner. Par exemple, vous pouvez penser à une citation et n'utiliser que les premières lettres de chaque mot, en les séparant par des chiffres ou des caractères spéciaux, point d'exclamation, virgule ou encore point d'interrogation. Pensez à utiliser des mots de passe différents pour chaque service que vous utilisez. Maintenant, parlons également des Wi-Fi publics. Mais au juste, c'est quoi un Wi-Fi public ? Un Wi-Fi public, c'est le réseau gratuit que vous trouvez au restaurant, dans le train ou encore à l'hôtel. Nous les utilisons tous, mais saviez-vous qu'ils peuvent être des terrains de chasse pour les pirates informatiques ? Selon le rapport de Norton, 9 Français sur 10 mettent en danger leurs informations personnelles en se connectant à un Wi-Fi public. Autour de la table, est-ce que quelqu'un connaît les risques liés au Wi-Fi public ? Des pirates pourraient sûrement intercepter nos données ? Effectivement, ces réseaux sont par définition non sécurisés et faciles d'accès. Bien souvent, ils sont notés sur la carte du restaurant ou affichés en grand à l'entrée. N'importe qui peut donc s'y connecter, et en théorie, tout le monde peut voir ce que fait son voisin. Donc, les pirates peuvent avoir accès à toutes les données, comme vos identifiants que vous venez de rentrer sur le site de votre banque. Rien ne leur échappe. Mais qu'en est-il de nos données personnelles sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux sont comme une mine d'or avec nos données personnelles. Internet, il n'est pas comme nous, il n'oublie rien. C'est très difficile de supprimer nos données une fois qu'elles sont sur Internet. Pour éviter que tout le monde ait accès à vos données sur vos réseaux sociaux, mettez vos comptes en privé, n'acceptez que les personnes que vous connaissez, et tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux est susceptible d'être utilisé. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous allez partager. Et quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui nous écoutent pour faire des achats sur Internet ? Eh bien, j'aurais 3 conseils à vous donner. Le premier est de vérifier que vous utilisez bien des sites sécurisés, c'est-à-dire que l'adresse du site que vous trouvez en haut de votre écran débute par HTTPS. Pour le remarquer facilement, il y a souvent un cadenas fermé avant l'adresse du site. Votre connexion sur ce site sera sécurisée. Typiquement, une personne qui intercepte vos données ne peut ni les lire ni les comprendre car elles seront cryptées. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, le deuxième conseil est de vérifier aussi le reste de l'adresse du site afin d'être sûr. Radiolaser.fr et pas sur radiolaser.net. Enfin, mon dernier conseil n'est pas applicable aujourd'hui, mais il le sera dans les prochaines semaines en début 2024, car les opérateurs des plateformes en ligne tels que les moteurs de recherche, les sites d'annonces en ligne, les marketplaces ou encore les réseaux sociaux devront afficher un nouveau logo, le Cyberscore, sur leur page d'accueil. L'objectif principal de ce label est d'informer les utilisateurs sur la sécurité de leurs données en ligne. J'espère que grâce à ces précieux conseils que l'on vous a donnés, vos données personnelles seront mieux protégées. Merci de nous avoir tous écoutés sur Radio Laser. Nous espérons vous avoir éclairé sur les données personnelles et les risques liés à leurs utilisations. Merci à Ywen, Nathan, Elliot et Paul. Merci Vaé. Et par chance, vous pouvez rester connectés en toute sécurité sur Radio Laser. À bientôt!